fait, j'ai commencé à faire des missions freelance. Donc, j'ai démarré en fait ma carrière, je veux dire, de développeuse web en tant que freelance pendant mes études. Et finalement, c'est ça la clé. Quand je dis comment j'ai réussi, c'est vraiment en me concentrant sur la confiance, la relation de confiance que j'ai avec mes clients et créer cette relation de confiance et la protéger. On la crée en faisant du bon travail simplement. Déjà, deuxième chose, avoir un processus vraiment de collecte en fait d'avis clients parce que la preuve sociale c'est important. Quand j'ai démarré, j'étais à 190 euros, je crois, sur Malte. Et ce qui est bien sur Malte, d'ailleurs, que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a un minimum de TGM en dessous duquel, en fait, on peut pas descendre parce que c'est vraiment le positionnement de la plateforme. Ça m'a permis aussi d'obtenir des premières missions très rapidement parce que j'étais pas cher. Mine de rien, ça attire quand même quand on démarre. Aujourd'hui, je suis à ce qui est même peu pour mon expérience, je devrais être plus, mais bref, on me le dit souvent, ouais, il faudrait être plus cher. Même mes clients me disent, tu devrais être plus cher. Bonjour à tous et bienvenue sur Data Academy, le podcast dédié aux professionnels de la tech qui brisent dans la sphère francophone. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée très spéciale. Elle s'appelle Geneviève Massioni et vous découvrirez tout au long de cet épisode pourquoi est-ce qu'elle est aussi spéciale. Bonjour Geneviève. Bonjour Émilie. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Très très bien. Alors Geneviève, aujourd'hui, c'est 7 ans d'expérience dans le monde du développement web. Et pourtant, ça fait seulement 3 ans qu'elle a obtenu son diplôme d'ingénieur en informatique. Geneviève, j'aimerais un peu que tu nous expliques comment tu as fait justement pour te créer autant d'expérience dans l'e-commerce, le développement web, alors que tu n'as eu ton diplôme qu'il y a seulement 3 ans. Oui, c'est vrai que plus j'en parle, plus je me rends compte que c'est pas un parcours typique. En fait, j'ai commencé à faire des missions freelance, donc j'ai démarré en fait ma carrière, je veux dire, de développeuse web en tant que freelance pendant mes études. Et c'est que pendant la première année, en fait, quand je me suis inscrite en DUT d'informatique à ce moment-là. Et du coup, c'est ça qui m'a permis en fait de cumuler donc des projets de développement donc professionnels. En fait, en parallèle de mes études, c'était mon job étudiant simplement. Et donc, le temps que je suis diplômée, en fait, ça faisait 4 ans que je faisais ça. Et maintenant, depuis que j'ai obtenu mon master, oui, je suis à temps plein. Donc, ça fait 3 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu des technologies qui t'ont permis de trouver rapidement ces missions avant ton diplôme et par la suite après l'obtention de ton diplôme? Oui, en fait, j'ai commencé vraiment avec des technologies basiques, donc HTML, CSS et JavaScript, donc beaucoup de JavaScript, que j'avais appris toute seule aussi, comme beaucoup en fait, de développeurs qui ont suivi cette voie-là, enfin dans cette voie de carrière, Mhm. donc au collège, fin collège et au lycée. Donc c'est vraiment ça, HTML, CSS, JavaScript. Je faisais beaucoup de JavaScript sur des YouTube, des projets personnels en fait sur GitHub. J'avais une chaîne YouTube aussi que j'animais sur la programmation. Et donc c'est vraiment ce triptyque en fait qui est basique, qui m'a permis d'obtenir des missions qui sont des missions des petites missions techniques où il fallait corriger les bugs, notamment sur des sites e-commerce. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis spécialisé dans l'e-commerce. C'est des missions que j'avais beaucoup en fait parce qu'il y a toujours des mondes dans cette industrie-là. Et ensuite quand j'ai évolué et aujourd'hui toujours beaucoup de JavaScript en fait, mais c'est beaucoup D'accord. plus comment dire. C'est C'est des beaucoup plus. frameworks. Oui, voilà, c'est plutôt voilà, plus framework et j'ai fait du Java, j'ai fait du JavaScript du coup, enfin quand c'est du web, donc React notamment que j'utilise beaucoup parce que j'ai fait de plus en plus d'applications. Donc je suis de plus en plus en fait développeuse back-end simplement qu'avant je faisais beaucoup de front en fait. Et donc oui, c'est juste de plus en plus technique si je veux dire, mais finalement c'est reste les mêmes fondamentaux. Donc JavaScript on peut faire beaucoup de choses avec. Donc on va parler un peu des plateformes sur lesquelles tu trouves des clients aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, on va parler aussi de comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour mettre en avant le fait que tu es une créatrice de contenu dans chacune des missions que tu rencontres au quotidien. Oui, et Ou est-ce que tu en parles d'ailleurs? c'est Est-ce ça que c'est parce que c'est vrai que tu me poses la question, je me dis est-ce que même je le fais? Pas vraiment, je le fais pas en fait. C'est pas, ça fait pas à tort hein, d'ailleurs, Hmm, à tort vraiment, parce que je me suis rendu compte particulièrement l'année dernière dans mon acquisition de nouveaux clients que c'est ça, c'est là que c'est un vrai gage de confiance. Et je me rendais pas compte de cet élément-là. Enfin, comment ça servait en fait mon acquisition de hmm. clients pour mon entreprise. Et donc c'est aussi un projet pour moi de réanimer cette chaîne. En fait,
Oui, je le faisais pas, mais hein, j'allais dire que le nom de ma chaîne YouTube, c'est mon nom. Donc, Geneviève Massioni, ça a toujours été ça. J'ai jamais caché, en fait, depuis que je l'ai créé. Et en fait, ça m'a permis de créer aussi ma trace, ma réputation sur le Internet, qui est directement liée à mon nom. Quand on tape mon nom, en fait, c'est ça qui sort. Et je pense que c'est ça. Quand je dis je le fais pas, mais en fait, quand même si, parce qu'en fait, c'est mon nom. Donc, on trouve ma chaîne YouTube et on trouve mon LinkedIn, en fait, quand on tombe dessus. Donc, finalement, c'est très lié. D'accord. Ta chaîne YouTube, les gens ils peuvent croire que c'est une chaîne à 100 abonnés. Non, c'est une chaîne qui aura bientôt 10 000 abonnés. C'est une chaîne que tu as construite, ça fait plus de 8 ans aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chaîne-là et de la raison pour laquelle tu as créé cette chaîne? Mais oui, en fait, pareillement, c'était quand j'ai découvert la programmation, donc fin collège, lycée. En fait, c'était pas, comment dire, j'avais pas autour de moi, en tout cas, des amis avec qui je pouvais discuter de ces sujets-là. Ou peut-être que s'il le faisait, je le savais pas. Et donc, j'ai créé ma chaîne YouTube dans cette optique-là, en fait, de créer un espace où j'ai pouvoir retrouver, du coup, virtuellement, des personnes, en fait, qui ont le même intérêt et surtout des personnes qui sont aussi débutants. Il y a beaucoup de contenu, en fait, débutants qui cible essentiellement les débutants, surtout sur YouTube. Et donc, c'était ça. C'était une façon pour moi de pratiquer, de partager mes projets personnels. Je suis vraiment une très, très grande fervente du portfolio personnel, de créer de se faire la main sur la programmation en créant des projets personnels. Et du coup, c'est ça que je partage sur ma chaîne YouTube et qui m'a permis de regrouper en fait des gens sur Internet de partout dans le monde d'ailleurs, hein, du monde francophone, qui avaient aussi cet intérêt-là. D'ailleurs, il faut savoir qu'on s'est rencontrés dans le cadre du Malte, une cérémonie Malte de fin d'année où tous les super malteurs sont réunis pour célébrer la fin d'année. Et quand on s'est rencontrés, directement, j'ai été très impressionnée par ton dynamisme, mais je suis allée regarder sur Google comme tout le monde et j'ai vu vraiment un personal branding travaillé avec pas mal d'informations sur toi, que ce soit des articles, des blogs, des vidéos que tu avais faites et même j'ai vu que tu faisais partie de l'advisory, du Freelancer Advisory Board de Malte qui regroupe 18 personnes expertes dans leur domaine pour contribuer en fait au développement du freelancing sur Malte. Est-ce que tu peux parler un peu de cette partie-là? Oui, Malte, juste pour le dire rapidement, c'est une plateforme du coup de freelance qui en fait met en relation les freelances et les entreprises pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc c'est la plateforme de freelance en fait que j'utilise. Tu mentionnais tout à l'heure les plateformes sur lesquelles j'étais pour trouver des missions. Ouais. Malte, c'est là. J'ai démarré le freelancing et c'était très facile à faire aussi même administrativement. En fait, je me suis inscrite sur Malte. Et c'est la seule plateforme en fait de freelance que j'ai jamais utilisée d'ailleurs. J'ai essayé d'autres très très brièvement, mais en fait j'aime beaucoup le positionnement, la qualité en fait des missions qu'on y trouve et aussi le positionnement de la marque Malte, au-delà de la plateforme, qui elle aussi promeut en fait ce freelancing vraiment de qualité avec des tarifs qui sont adaptés à nos niveaux de vie européens. Bref, tout ça pour dire que oui, et du coup en travaillant sur Malte, simplement, je développe ma réputation. Et donc, j'ai aussi invité aux événements Malte. Hein. Avant, c'était vraiment des regroupements de freelance, simplement, à Paris. Et c'est avec ça que j'ai pu commencer. Enfin, j'ai pu développer, finalement, des relations, je veux dire, avec des employés de Malte, et notamment l'équipe Community de Malte, qui gère, en fait, les freelances. Et donc, je me suis retrouvée dans le board, en fait, de Malte, qui est, comme tu le dis, un comité, simplement, de freelance qui sont sur Malte, qui permet en fait d'apporter des feedbacks sur le développement de la plateforme en fait pour être sûr que ça répond vraiment aux besoins des freelances et aussi des entreprises. D'accord. Et tu as dit que Malte est la seule, en tout cas l'une des plateformes que tu as utilisées et celle qui t'a le plus convaincu, raison pour laquelle tu y es resté. Donc ça signifie que la plupart de tes missions aujourd'hui tu as réussi à les trouver sur Malte, ou est-ce que c'est des missions que tu vas trouver et que tu vas ramener sur la plateforme? Comment ça se passe? Alors, du coup, quand j'ai commencé d'ailleurs, il y a pas d'effort, parce qu'on parlait tout à l'heure d'efforts, on n'y pense pas, on se dit, je suis étudiant, il faut faire beaucoup d'efforts forcément pour acquérir des clients. Non, notamment parce que c'était comme je dis, des petits projets, c'est une journée, voire même une demi-journée, maximum 3 jours. Donc, où on est en fait missionné pour corriger un bug, ajouter une fonctionnalité. Donc, c'est finalement des choses très techniques et très un petit périmètre. Donc, match uniquement. Et en fait, oui, l'idée de Malte, c'est qu'en fait, on reçoit des propositions en tant que freelance. Donc, on ne démarche pas. On a un profil qu'on optimise. Et en fait, c'est les entreprises qui nous sélectionnent
et voilà, on reçoit la proposition, on y répond, et ensuite voilà, on peut avoir un rendez-vous avec le chef de projet et pour pouvoir travailler ensemble. Donc c'est ça l'idée. Et j'ai perdu le fil. Oui, donc la question, c'était surtout de savoir, est-ce que tu trouves les missions sur Malte C'est ça. ou est-ce que tu les ramènes plutôt à tes clients? Oui, c'est ça. En fait, oui, pourquoi j'expliquais ça, c'est parce qu'en fait, oui, au départ, en fait, oui, j'ai trouvé les missions 100% sur Malte. Hein, donc, job étudiant 100% pendant 4 ans. Vraiment, j'ai fait aucun autre fois. D'accord. Pour dire que Malte, vraiment, ça fonctionne, on optimise, voilà. Surtout, ici où ça fonctionne, mais aussi qu'il y a la demande, en fait, en développement web, simplement, voilà. Aujourd'hui, Malte, c'est environ 40%, enfin, 50% là, mais j'essaie de réduire encore à 40% de mon acquisition pour développer d'autres voies, d'autres canaux, donc LinkedIn notamment, YouTube aussi, parce que j'ai eu une mission, par contre, quelqu'un qui m'a trouvé grâce à YouTube, mais qui est pour le coup est CTO. Donc ça fait sens qu'en fait, il ait pu me recruter, enfin, ma chaîne YouTube ait pu le convaincre pour me recruter. Bref. Alors que d'habitude, ça sert plutôt, comme je disais, de marqueur de crédibilité. Voilà. Et donc développer plus les autres canaux pour être un peu moins dépendante aussi de la plateforme, simplement en termes d'acquisition. Donc c'est ça. Aujourd'hui, Malte, ça reste quand même... je fais une première mission et après je développe la relation en fait pour fidéliser mes clients. Donc c'est pas que finalement oui, en fait c'est la plupart des missions je les ai une première fois avec Malte, avec la marque l'entreprise avec laquelle je travaille, mais après en fait les missions successives qui arrivent derrière, en fait c'est moi qui les suscite parce qu'en fait il y a tout un programme aussi de fidélisation et une stratégie de fidélisation pour pouvoir justement travailler sur le long terme avec mes clients. Ok, donc on va parler et je sais que c'est vraiment la question que tout le monde se pose, c'est combien, en termes de TJM, donc TJM pour taux journalier moyen, combien est-ce que tu réussis à engranger grâce à tes missions? Mais avant d'aborder ce sujet, je veux qu'on parle un peu de comment est-ce que tu as réussi à fidéliser tes clients. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tu as des clients récurrents et des missions qui se répètent souvent avec les mêmes clients. Tu as des recommandations, notamment sur Malte, où on va retrouver pas mal d'avis positifs. Et on doit avouer que c'est assez difficile de convaincre un client de laisser un avis. Toi, tu en as plus d'une trentaine sur Malte. Donc, explique-nous un peu comment tu réussis à fidéliser tes clients, à recevoir des recommandations, à avoir des missions récurrentes de mêmes clients. Et après, on parlera un peu de TJM. Oui, c'est vrai que... Alors, fidélisation, c'est une grande question parce que dans l'acquisition, c'est plus difficile d'acquérir un nouveau client parce qu'il n'y a pas de confiance encore qui est établie que de fidéliser, enfin, c'est-à-dire de retravailler avec les mêmes clients qui nous connaissent déjà et qui nous font déjà confiance. Et finalement, c'est ça la clé. Quand je dis comment j'ai réussi, c'est vraiment en me concentrant sur la confiance, la relation de confiance que j'ai avec mes clients et créer cette relation de confiance et la protéger. On la crée en faisant du bon travail simplement. Déjà, la première mission... c'est voilà, créer son expérience client, être professionnel, être organisé et simplement répondre aux besoins, tenir ses promesses. En fait, ça paraît vraiment simple, mais c'est ça finalement. La première étape. Et ensuite, c'est maintenir la relation parce que une fois qu'on a bouclé un projet, j'ai aussi dans mon processus, après tout dans le processus de fin de projet, c'est pas juste voilà vos livrables en fait au revoir, c'est vraiment ok, voici tout, on fait un débrief, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était bien, ce qui était pas bien, donc ils sont un questionnaire en fait de satisfaction et ils sont aussi invités à me laisser un avis public du coup sur Malte. Enfin, tout ça pour dire que ça fait partie d'un processus. La première chose, faire son travail correctement. Deuxième chose, avoir un processus vraiment de collecte en fait d'avis clients parce que la preuve sociale c'est important parce que encore une fois ça nourrit la confiance et du coup la confiance d'un potentiel client qui va voir ça, qui va lire les avis d'autres gens qui sont en fait qui ont déjà fait l'expérience de travailler avec moi et qui donc ça va les mettre en confiance pour travailler avec moi. C'est vraiment ça. D'accord, hyper intéressant. Et donc la question qu'on se pose tous, c'est comment tu te positionnes en termes de TJM? Qu'est-ce que déjà il y a 7 ans, quand tu démarres, donc en 2018, quand tu crées ton profil et que tu prends et que tu as tes premiers clients, combien est-ce que tu touches sur Malte? Et aujourd'hui, une fois 7 ans plus tard, combien est-ce que tu réussis à... pas seulement sur Malte d'ailleurs, mais en général. Oui. C'est vrai que la question du TGM, alors quand j'ai démarré, encore une fois, c'est très lié aussi à déjà l'expérience qu'on a, hein, mais la confiance aussi, finalement, qui vient en fait, qui vient de pair avec l'expérience. Donc bon, quand j'ai démarré, j'étais à 190 €, je crois, sur Malte. Et ce qui est bien sur Malte, d'ailleurs, que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a un minimum de TGM en dessous duquel, en fait, on peut pas descendre, parce que c'est vraiment le positionnement de la plateforme, de ne pas, c'est pas
D'ailleurs, j'allais le citer là, le nom n'a pas fort, mais c'est pas comme d'autres concurrents qui sont vraiment, on est dans le low cost. Ok. C'est pas du tout mal, c'est pas ça. Donc j'étais à 50 euros. Et je crois que c'était à peine, peut-être au-dessus du seuil minimum, enfin vraiment, et c'était plus une question de, encore une fois, de confiance j'ai jamais fait ça, et aussi de posture, finalement, d'humilité, quand même, j'ai jamais fait ça, donc faut pas non plus, voilà, je voulais pas prendre trop de risques, et c'est, finalement, je crois que quand j'ai démarré, encore une fois, j'étais étudiante, donc j'avais pas de grosses factures à payer, hein, ça m'a permis aussi d'obtenir des premières missions très rapidement, parce que j'étais pas cher. Mine de rien, ça attire quand même, quand on démarre. Aujourd'hui, je suis à 700 euros. Je devrais mettre, ce qui est même peu pour mon expérience, je devrais être plus, mais bref, on me le dit souvent, ouais, il faudrait être plus cher. Même mes clients me disent, tu devrais être plus cher. Et ça, c'est aussi une vraie réflexion à avoir. Mais en tout cas, oui, quand même, en 7 ans, on va dire, job étudiant, donc c'est 4 ans, on va dire, donc c'était les soirs et les week-ends, et 3 ans que je suis à temps plein. J'augmente mes tarifs depuis 3 ans que je suis à temps plein, je veux dire. Ça, c'est un autre jeu, hein. C'est comme, on joue, en fait, on a un loisir, en fait, à côté, une activité extrascolaire, et en fait, finalement, tu passes temps plein, c'est les Jeux Olympiques, hein, c'est autre chose, parce qu'il faut en vivre à temps plein, il faut en vivre confortablement, enfin, on n'est pas là c'est différent. Donc oui, depuis que j'ai à temps plein 3 ans, j'ai augmenté mes prix 4 fois, et j'augmente mes prix tous les ans. Donc c'est vraiment, enfin, c'est un autre, voilà. Donc ça m'a permis finalement je crois que quand j'ai fini mon master, j'ai devais être à 450 euros TGM. Pour dire à quel point ça m'a pris quand même du temps pour construire cette confiance en moi, avoir Une légitimité. C'est ça, voilà, une légitimité, un sentiment de légitimité envers soi-même aussi. Voilà, et collecter cette preuve sociale. Et c'est ça ce qui m'a permis, moi, de construire ma confiance, d'avoir la preuve sociale de j'ai fait un bon travail, les gens le disent, c'est public, et enfin, j'ai de quoi, j'ai des preuves. Voilà. Donc oui, finalement, j'étais à 190, je crois, et quand j'ai fini mon master, donc 4 ans plus tard, c'était, oui, 450, je crois que j'avais pas dépassé 500 euros. Pour moi, 500, c'était, oh là là, c'est énorme. Mais finalement, oui, en 3 ans, là, je suis à 600, enfin, passant à peu près de 500 à 700. Et oui, je devrais même être augmenté encore, quoi. Donc, je pense que tu as un peu répondu à la question, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as déjà eu des problèmes à trouver des missions? Ça, c'est la première question, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment récurrent, que tu n'as pas de période finalement où tu ne trouves rien, tu es toujours... voilà. Est-ce que ça t'arrive souvent aussi d'avoir ces problèmes-là? Plus maintenant. D'accord. Parce que c'est un problème que j'ai corrigé. Pour être à temps plein, il faut que ce soit l'acquisition. Et puis l'acquisition, on dit client, c'est ça aussi. C'est pas forcément de nouveaux clients. Ça peut être encore une fois les mêmes clients. Et pour moi, c'est je considère ça comme de l'acquisition. La fidélisation pour moi, c'est de l'acquisition. Enfin, c'est une forme d'acquisition de nouveaux projets. Parce que quand je pense acquisition de clients, je pense plutôt de nouveaux projets. Donc ça peut être un client avec qui j'ai déjà travaillé en fait, mais c'est le fait d'avoir des projets régulièrement, et ce qui est absolument essentiel pour. Enfin, quand on a temps plein, c'est comme c'est un autre jeu, c'est un autre niveau. Donc on peut plus se permettre en fait d'avoir des périodes comme ça en dents de scie en fait, ce qui est très reculant. Donc c'est un vrai problème à corriger si on veut être indépendant à temps plein. Et oui, vraiment même parce que finalement je mentionnais tout à l'heure que je veux réduire un peu Malte comme acquisition de nouveaux clients pour développer d'autres canaux d'acquisition. C'est-à-dire que des gens qui me connaissent pas, genre vraiment des nouvelles entreprises. Mais finalement, 70% de mon chiffre d'affaires, de mes projets, c'est des anciens clients. Moi, la fidélisation, c'est vraiment d'ailleurs, c'est mon cœur de métier. C'est aussi un angle sur lequel je me spécialise en e-commerce quand je travaille avec mes clients. Mais aussi dans mon propre entreprise, c'est vraiment 70% des nouveaux projets, c'est l'acquisition, c'est des anciens clients. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ton programme que tu as créé où les clients, quand ils te recommandent, obtiennent en échange un pourcentage de... comment tu appelles ça d'ailleurs? C'est des crédits. Ouais, d'accord. Donc des crédits sur les prochaines missions qu'ils vont prendre chez toi. C'est ça. Justement, dans cet effort de fidélisation intentionnel, parce que du coup, c'est basé sur des programmes le référencement, on peut dire ça, le parrainage, voilà, plus ou moins. Et ça, c'est le bouche à oreille plutôt. Voilà, le bouche à oreille, c'est vraiment le canal d'acquisition le plus traditionnel, le plus simple, que tout le monde a en fait. Et le problème avec ça, c'est que ce n'est pas, encore une fois, régulé. Moi, je suis à temps plein, j'ai besoin que les projets arrivent régulièrement, et donc je voulais, le rendre, régulariser simplement l'acquisition via le bouche à oreille. Et donc, j'ai créé un programme de parrainage, donc interne, où mes clients, en fait, peuvent parrainer leur réseau donc professionnel, d'autres marques qu'ils connaissent, pour pouvoir travailler avec moi. Et s'ils me recommandent, donc c'est finalement de la recommandation, basée sur la recommandation, s'ils me recommandent et que leur ami signe avec moi,
alors ils obtiennent en fait des crédits qu'ils peuvent utiliser la prochaine fois on travaille ensemble. Donc c'est une forme de réduction en fait sur le prix en fait de la prestation. Et ça me permet en fait d'acquérir deux projets. C'est à la fois l'ancien client qui gagne des crédits et que les crédits aussi expirent sous 6 mois. Donc ça aussi c'est une forme pour essayer. Donc 6 mois c'est parfait. Voilà, c'est pas trop long pour que les gens oublient complètement. C'est pas trop court non plus pour être bon. On n'a pas les besoins tous les jours non plus. 6 mois c'est parfait, surtout dans l'e-commerce. C'est vraiment et donc ça permet pour moi d'avoir une acquisition de nouveaux projets qui est vraiment cyclique et très systématisé aussi. C'est un système qui me permet moi de générer de nouveaux projets de l'ancien client et du nouveau client que je vais ensuite fidéliser en faisant du bon travail, et ensuite en demandant une preuve sociale, ensuite en prenant des nouvelles régulièrement, et aussi gagner des crédits, et aussi recommandez-moi pour gagner des crédits, ensuite ils reviennent. Donc c'est tout pour les mettre oui, c'est un système, voilà. D'accord. Donc, on va parler des conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer dans le monde de l'e-commerce, dans le dev web. Mais avant de parler de ces conseils-là, moi, je veux un peu que tu nous expliques finalement, c'est quoi l'expérience client? Parce que tu en parles pas mal dans les articles que j'ai lus sur toi. Est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi l'expérience client aujourd'hui? Oui, l'expérience client, alors c'est un terme très vague. C'est très... c'est gros comme concept, mais c'est simplement l'expérience client, c'est tous les sentiments. En fait, quand on fait un achat, genre c'est ça, quand on fait un achat, on est client d'une marque, peu importe, en ligne ou en magasin, c'est finalement comment on se sent quand on fait l'achat. C'est ça, l'expérience client. C'est toutes les... C'est ça, c'est les émotions. Les émotions, en fait, c'est ça. C'est les émotions qu'on ressent, c'est aussi le processus toutes les étapes par lesquelles on passe pour faire un achat, et notre expérience émotionnelle en fait liée à ça, et qu'on veut du coup que cette expérience émotionnelle, ce souvenir aussi, soit positif, parce qu'on peut avoir des couacs dans le parcours d'achat, mais si on a une bonne expérience, par exemple même après-vente, on garde une bonne relation avec la marque, et on gagne une bonne idée de la marque, et on va la recommander, alors même que peut-être qu'il y a eu un problème avec notre livraison ou peu importe, mais voilà, l'expérience client, c'est ça, c'est en fait toutes les émotions qu'on ressent tout le long du parcours d'achat. Et comment tu réussis justement à incorporer l'expérience client dans ta création de site web, dans ta création d'application? Est-ce que c'est... parce que moi, quand tu en parles, j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle un client, il va passer des heures à scroller sur une boutique de vente, d'applications en ligne, mais en fait ne va pas, va laisser peut-être des articles dans le panier, mais ne va pas aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est ça un peu l'expérience client? Est-ce que c'est étudier le comportement du client, les raisons pour lesquelles le client ne va pas jusqu'au bout de l'achat, de la transaction